Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans Flashback cette semaine, nous recevons l'auteur et journaliste François Cardinali pour son livre Souvenirs en cascade sur la vie de Claude Carliez, l'un des plus grands coordinateurs de cascade de l'histoire du cinéma. Dans son livre Souvenirs en cascade, publié aux éditions Michel de Maulle, François Cardinali donne la parole à Claude Carliez, l'un des plus grands coordinateurs de cascade de l'histoire du cinéma, qui s'est éteint en 2015 à l'âge de 90 ans. Il participa à des films très célèbres du cinéma français, collaborant avec de nombreux cinéastes et comédiens, en particulier Jean Marais et Jean-Paul Belmondo, et coopéra également à quelques productions internationales d'envergure, comme James Bond ou Les Vikings de Richard Fleischer. François Cardinali, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment Claude Carliez est devenu cascadeur puis coordinateur de cascade? C'est une histoire de bonne coïncidence, je dirais. Ce Claude Carliez était à l'origine et est resté un passionné d'escrime et un maître d'armes, qui a failli d'ailleurs faire le champion du monde d'escrime, des maîtres d'armes. Et puis, la rencontre avec un ancien formateur qui s'appelait André Gardère, qui était une des personnes qui a fait travailler Jean Marais au début au cinéma, a fait qu'il a basculé vers le cinéma d'action et que petit à petit, son imaginaire au niveau des scènes d'action a fait que Jean Marais a dit je voudrais travailler avec Claude Carliez pour le prochain film, ce qui a été un peu douloureux parce qu'il a fallu aussi couper les cordons avec Gardère, ce qui est jamais simple, et Claude était quelqu'un qui avait un grand respect des autres, et c'est comme ça qu'il a commencé par Jean Marais dans la carrière d'homme d'action. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur l'alchimie entre Marais et Carliez? Parce que finalement, on a l'impression que c'est un peu Carliez qui a aidé Marais à prendre conscience qu'il pouvait être un acteur de film d'action. Alors l'alchimie, c'était une relation, Claude a toujours dit que c'était l'acteur avec lequel il avait le plus d'affinité. Il se trouve que Jean Marais prétextait, ce qui d'ailleurs agaçait Claude, qu'il ne faisait pas de sport alors qu'il en faisait, il était extrêmement athlétique et il était doté par la nature d'une très bonne constitution, ce qui fait qu'il prenait des risques inouïs. Vous pouvez le voir encore dans les documents de l'INA, la fameuse séquence du gala des artistes, où il doit faire une prouesse en montant le long d'un mât, et en le faisant osciller beaucoup plus qu'il n'était de raison. Et Jean Marais avait une certaine inconscience du danger, il était doué, voilà. Donc avec Claude, Claude a trouvé avec lui, un personnage qui était tout à fait disposé à risquer beaucoup de choses. Et il avait une grande capacité physique. Et alors, prenons un autre acteur qui faisait lui-même ses cascades et qui était très spectaculaire, c'est Belmondo, qu'on voit dans des cascades réglées par Claude Carliez dans Peur sur la ville de Verneuil en 75, où Bébel vole littéralement sur les toits de Paris, ou encore L'animal de Claude Zidi en 77, où il saute d'un hélicoptère vers un avion biplan. Alors, quel est le rôle de Carliez lorsque l'acteur est finalement lui-même le premier des cascadeurs ? C'est la même chose que pour un cascadeur, je vous dirais. Le premier capital d'un cascadeur, c'est sa carcasse. Donc lui, il doit se protéger, mais il doit encore plus se protéger quand c'est le premier comédien, le premier tête d'affiche qui prend tous les risques. Belmondo était quelqu'un de très physique, qui avait fait de la boxe, qui avait gagné des combats, qui avait été gardien de but, qui adorait l'action et qui allait jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire. Il a eu plein de coups et de blessures, toutes ces biographies le racontent. Et donc, l'idée, c'est de savoir aussi dire aux comédiens, jusque-là, c'est bon, parce que tu es doué. Ensuite, on va mettre une doublure parce que c'est dangereux. Et dans la scène, dans le film dont vous parlez de l'animal, il y a une scène très connue où Belmondo fait une énorme chute dans un escalier. Il se trouve qu'il a réalisé lui-même, mais qu'il y a un moment où Claude l'a un peu remplacé parce qu'il commençait ça devenait dangereux. Mais voilà, il y a eu un raccord, voilà. Et puis il y a des cascades qui ne sont absolument pas faites pour des comédiens, fussent-ils très doués. Je pense aux torches quand on se prend feu. Alors là, ça demande vraiment un professionnel. Et on fait un raccord parce que il est évident que c'est trop dangereux et qu'il y a des assurances qui rentrent en jeu. Et aujourd'hui, je pense que les productions ne prennent plus que peu de risques et font doubler très souvent les comédiens pour des
raisons d'assurance. Alors on voit aussi dans le livre que l'habileté et l'engagement physique d'un Bourvil, d'un De Funès, d'un Pierre Richard sont finalement des éléments très importants de la réussite d'un film comique et leur alchimie, là encore, avec le patron des cascades. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet aspect comique des cascades ? Alors ça, c'est quelque chose que Claude a découvert en travaillant avec eux. Par exemple, Bourvil était quelqu'un qui d'abord était physiquement assez doué et très attentif aux autres, et donc il a pu jouer sur des jeux que Bourvil permettait de faire. Quand vous prenez Francis Blanche était un personnage petit, un tout petit peu rondouillard, mais il palliait un manque de physique, je dirais. Il était pas très physique, lui, au contraire d'un Belmondo, par des jeux très humoristiques. De Funès était une autre paire de manches parce qu'il était très nerveux, on le voit, et donc il fallait, d'après ce que racontait Claude, domestiquer un peu son énergie. Pour autant, De Funès travaillait. Il n'y a pas de secret dans tous ces métiers. Le travail est là. Et donc, ils vont amener leur touche comique sur une scène d'action et sur lequel va rebondir le coordinateur. Le coordinateur, il ne va pas imposer, il va composer avec la personne pour le mettre à l'aise en plus. Alors, dans votre livre, on se rend compte aussi que le métier de cascadeur est en fait un métier très complet. Ce n'est pas juste faire des cascades. Et Claude Carliès, d'ailleurs, dans le livre, dit qu'un cascadeur doit aussi être un bon acteur. Ce qui peut paraître un peu étonnant dans la mesure où le cascadeur est l'homme de l'ombre et l'acteur est celui qui joue. Alors ça, c'est justement ce qui a été la touche Carliès, et que son fils Michel Carliès, qui a collaboré avec moi, on a vraiment travaillé à deux mains sur ce livre. Michel Carliès ayant repris le métier, a poursuivi. Je m'explique. Claude Carliès s'est vite rendu compte que faire juste une bagarre ou une scène d'escrime ne suffisait pas, il fallait la scénariser. À partir de là, il s'est rendu compte aussi qu'il fallait avoir des gens qui ne soient pas que des spécialistes de... Alors à l'époque ça se prêtait pas encore dans les années 60, mais c'est venu assez vite, par exemple les sports de combat japonais, ou qui soient parachutistes. Il leur a dit, il faut que vous soyez polyvalents. Et il a monté l'équipe de garçons, ces gars je crois il les appelait, qui amenaient chacun une spécialité, mais qui étaient capables de jouer dans un autre secteur. C'est ainsi que Delorme, qui est toujours le méchant dans les films Jean Marais, qui a la barbe très 15e siècle, 16e siècle, Delorme a pu jouer parce qu'il avait suivi les conseils de Claude, qui demandait à tous ces cascadeurs de prendre des cours de comédie, de pratiquer aussi bien le karaté que l'escrime, que d'autres disciplines, et s'ils pouvaient rajouter des disciplines mécaniques, un peu de moto ou du voltige, c'était très bien. Tout ceci faisait qu'il était polyvalent. Et qu'un Delorme, comme il savait jouer, eh bien très vite était engagé pour faire autre chose que, entre guillemets, autre chose que de la bagarre. Il a pu jouer et être l'adversaire préféré de Jean Marais. Et ça, c'est vraiment Claude qui a fédéré qui a créé cette notion de cascade et de formation des cascadeurs, et qui aujourd'hui est repris complètement par son fils, qu'il a développé sur une autre manière. Voilà, donc c'est vraiment une volonté de Claude Carliès, qui a aussi amené Jean Marais à aimer ce qu'il faisait, parce qu'il y avait une scénographie complète, comme une réalisation de deuxième équipe sur les cascades. C'était pas uniquement une respiration d'action. Alors, il y a eu des rencontres improbables dans la vie de Carliès. Il y a par exemple Buñuel, avec qui il va régler un combat entre Georges Marchal et Jean Piat pour la Voie lactée en 68. Il a eu que quelques heures pour régler le combat, et ça s'est bien passé pourtant. Ça s'est bien passé dans la mesure où il était toujours étonné en racontant cette histoire, dans ses souvenirs. Buñuel l'appelle, il est appelé par la production de Buñuel, et il rencontre Buñuel qui lui dit, voilà, j'ai besoin d'un combat. J'ai retrouvé des interviews où Buñuel explique pourquoi il veut faire dans ce film, qui était en fait un film sur les controverses religieuses, une scène de combat pour visualiser les querelles entre un jésuite et un janséniste en l'occurrence. Voilà. Et il explique très bien ça. Il est dit à Claude Carliès, voilà, je veux un combat. Il est quasiment du jour au lendemain. Il se trouve que les deux protagonistes, aussi bien Jean Piat que Marchal, connaissaient Claude, et quand il les a vus, il leur a dit, je suis bien content que ce soit vous. Ils ont répondu, nous on est content que ce soit vous aussi, parce qu'ils avaient déjà, Marchal était un bon cavalier, ils avaient tous les deux pratiqué de l'escrime, donc ils pouvaient déjà travailler sur un terrain connu. Et il y avait chez Buñuel ce génie imaginaire qui était de dire, si on fait une controverse verbale, ça va être ennuyeux, et on
va donner de l'image, et donc il y a cette scène qui est séquence, qui est très particulière, où ils vont s'affronter verbalement, épée de cour en main. Alors il y a une personne qu'on n'attend pas aussi qu'on rencontre dans la vie de Carliez, qui apparemment va être très important, c'est Jacques Brel. Alors Brel, c'est effectivement une rencontre, je dirais inattendue, mais qui a compté. Claude m'en parlait jusqu'au dernier temps où je l'ai vu. Brel est lié à Molinaro, il les appelait les gentlemen, et il découvre avec Brel quelqu'un qui était au sommet de sa gloire. Il avait arrêté, comme tout le monde le sait, sa carrière de chanteur d'un seul coup, surprenant lui-même ses musiciens. Et il va arriver sur mon oncle Benjamin en n'ayant pas une affection folle pour les chevaux, et encore moins pour l'escrime. Et il va être doué, c'est-à-dire que Brel va comprendre comment il faut se placer, va comprendre comment on fait une attaque, comment on part en riposte, et il y a vraiment une alchimie qui se passe entre eux, humaine aussi. Et on le voit dans un documentaire, les amateurs pourront aller sur l'INA en cherchant mon nom Benjamin, on les voit travailler ensemble, et vraiment Brel est doué, c'est évident. Et puis il y a l'homme, Claude Carliez était très sensible à Brel, qui était attentif au genre, et qui, pour la petite histoire par exemple, il tourne, je crois, à Vézelay, mon oncle Benjamin, et pendant le tournage, il y a les hommes qui marchent sur la Lune, et donc il va se débrouiller pour avoir une télé et demander à toute l'équipe de rester avec lui, le regarder. Donc c'est un souvenir humain qui est fort, et ça reste quelqu'un qui a beaucoup marqué Claude Carliez par justement son espèce de sens instinctif du duel, et qui n'est pas gagné parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué quand on n'a jamais manipulé une épée. Alors Claude Carliez, on va le retrouver sur des films américains ou anglais, anglo-saxons en tout cas, anglais avec l'Orse Bar, on va le retrouver sur deux James Bond, on va le retrouver aussi sur un film cher à notre cœur qui est Les Vikings de Richard Fleischer. Est-ce que à cette époque où beaucoup de choses sont encore à inventer, est-ce qu'il y a une différence qu'on peut voir entre l'école française et l'école américaine des cascades? Ce que disait Claude là-dessus, parce que je n'étais point là, la différence c'est d'abord les moyens. C'est-à-dire que là où en France on donnait quelques jours, les Américains vont passer beaucoup de temps, mettre vraiment les moyens qu'il faut. Et sur les Vikings, il a le choc, lui qui a une culture d'action franco-européenne, puisqu'il a déjà tourné quelques films en Europe. Il voit arriver un Kirk Douglas qui débarque de l'avion, qui a une équipe américaine avec lui, ça se passe toujours comme ça, il y a une équipe américaine et une équipe française, et qui va débarquer de l'avion, le saluer « Bonjour maître », alors qu'à l'époque c'était des hommes de l'ombre. Quand est-ce qu'on commence à travailler ? Curtis fera pareil d'après ce qu'il racontait. Donc on a affaire à des gens qui sont extrêmement professionnels, qui payent de leur personne et qui sont peut-être à l'époque beaucoup plus studieux par leur formation, par la façon américaine de tourner, que ne le sont certains Français. Et donc ça, c'est une vraie découverte, c'est un côté industriel de la mise en action. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer. Il racontait par exemple qu'il avait été surpris par le nombre de dracars qui étaient en sécurité, et par exemple, il y a une scène très belle à la fin, quand le chef viking est mort et que les archers mettent le feu à ce navire qui s'en va et qui va brûler en entraînant le corps de leur chef. Et il y avait une installation extraordinaire. Il me racontait encore que ça l'avait étonné. Alors qu'en France, on était plutôt en petits moyens, et encore plus en télévision, où on avait plutôt le système D comme organisation. Et ensuite, quand on passe à James Bond, il n'y a point des besoins de se répandre pour savoir que quand on fait un James Bond, il y a des moyens très importants. Donc c'est ça, voilà, la différence. L'engagement des comédiens, les trois quarts, et les moyens financiers mis au service de l'action. Mais alors, quelle que soit l'école, qu'elle soit américaine ou française, c'est évidemment un métier qui n'est pas sans risque. La preuve, puisque Claude Carliez fit une chute de cheval sur le tournage de La Tulipe Noire de Christian Jacques, qui aurait pu le laisser paralysé. Il s'en est plutôt bien sorti, mais ça montre quand même à quel point ce métier peut être dangereux. Ça a été un débat, puisque je vous le redis, nous avons travaillé main dans la main avec le fils de Claude, qui est cascadeur, donc qui a amené plein de précisions, et on a vraiment travaillé la dernière version ensemble. On a réduit volontairement, on pourra en raconter beaucoup plus, cette partie-là, parce que l'idée des cascadeurs, c'est pas de risquer leur vie, c'est de tout faire pour ne pas la risquer. Ce que je vous redis, le capital, c'est eux. Mais il y a un risque. Quand on fait une torche,
une torche peut mal tourner, une chute dans des cartons, il y a une technique, mais on peut avoir un vent rabattant. Voilà, c'est le genre de choses qui peut arriver. Donc c'est un métier dangereux. C'est pour ça que on prend beaucoup de précautions et c'est très millimétré pour qu'il n'y en ait pas. Dans les papiers de Claude qu'on n'a pas mis, on aurait pu les illustrer. On a retrouvé par exemple un calcul de saut d'un cascadeur d'un pont sur un train. C'est calculé à la seconde, à la seconde près. Parce que 10 secondes plus tard, c'est trop tard et ça devient dangereux. Donc tout ça est extrêmement travaillé et vérifié avant l'action. Parce qu'en plus, parfois, on n'a pas beaucoup de temps pour refaire les prises, donc il faut arriver à ce que la première soit bonne. Parce qu'il y a une installation qui n'est pas simple, vous voyez. Donc c'est vraiment un métier dangereux, mais un métier où justement ce sont des professionnels dont le but est de prendre quasiment le risque zéro. Mais le risque est inhérent à ce métier. Eh bien, François Cardinali, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback. Je rappelle la sortie du livre Souvenirs en cascade aux éditions Michel de Maulle, publié avec l'aide de Michel Carliez, le fils de Claude Carliez, qui est lui-même cascadeur. Merci à vous. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.